Solopreneur l'émission, on parle business sur Radio Biarritz. Bonjour auditeurs de Radio Biarritz, c'est Fidèle des Solopreneurs l'émission. J'ai l'honneur et la joie d'avoir dans les studios aujourd'hui Maheu, une entrepreneuse ou entrepreneur, on va dire, parce que attention, entrepreneuse, très bien. Entrepreneuse, bon, écoute, entrepreneuse en fait, depuis l'origine, depuis la fin de tes études. Je sais que bon, tu vas tout nous raconter, mais de Marseille, Panama, tout de suite, très jeune. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'abord qui tu es, et puis nous raconter un peu ce parcours d'entrepreneur, un entrepreneur en dehors de la tech quand même, mais plutôt, on va dire techno. Alors, à toi de jouer. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, alors bonjour et merci de m'accueillir dans ton studio. Merci beaucoup. J'étais très bien accueillie avec un petit café dans un verre Ricard qui représente bien Marseille. Allez, Marseille. Bien accueilli. Donc moi je suis Maheu. Mon nom de DJ c'est Orisha parce que je suis DJ et entrepreneuse depuis 10 ans. Okay. Donc ma première entreprise, je l'ai créée au Panama directement après mes études en 2014. J'ai vécu 7 ans là-bas. C'était une entreprise événementielle. Et puis il y a 2 ans, je suis revenue en France pour recréer d'autres entreprises, toujours dans le domaine de l'événementiel, avec un lien évidemment fort avec le Panama, comme c'est mon pays d'adoption. Voilà, c'était important pour moi de garder ce lien-là. Très bien. Alors, qu'est-ce qui a déclenché, en fait, après tes études, des études de quoi? De communication événementielle. D'accord. Qu'est-ce qui a déclenché, en fait, cette envie de partir, de rompre le cordon marseillais et de partir comme ça en voyage tout de suite? Qu'est-ce qui t'a pris, en fait? Alors, j'ai toujours eu envie de voyager. Directement après le bac, j'avais envie de voyager. Et puis après, c'est vrai qu'il y a un peu la pression familiale qui fait que continue les études, fais des études. Donc après mon master, directement après, j'ai décidé de partir en voyage seule en sac à dos et top en Amérique latine pour me prouver aussi que j'étais capable de faire ça. Et puis au bout d'un an de voyage, en fait, j'ai découvert le Panama. Donc je suis arrivée au Brésil pendant la Coupe du Monde 2014. Et puis j'ai visité l'Argentine, le Chili, Pérou, Bolivie, Équateur, et je suis arrivée au Panama 1 an après. Alors avec ton petit sac à dos. Avec mon petit sac à dos. Et t'avais des moyens, t'avais quoi? Pas vraiment. J'avais l'envie. Voilà, c'était ça mes moyens, c'était l'envie. Et en fait, directement quand je suis arrivée au Panama, niveau architectural, j'ai vu tout de suite la différence entre les pays, entre le Panama et les différents pays d'Amérique du Sud. Ça, c'était une ville qui vibrait, qui vibrait. Il y avait vraiment une dynamique entrepreneuriale. Ça se ressentait. Et tu l'as vu dans l'architecture? Ouais, je l'ai vu dans l'architecture parce qu'il y a des grands buildings. C'est une capitale assez vivante qui bouge et rien à voir. Vraiment, ça m'a scotché en fait, rien à voir avec les autres pays d'Amérique. Donc tu t'es dit, il y a du monde dans ces immeubles, voilà. Les gens sont sympas. C'est ça sort beaucoup, c'est assez vivant, c'est assez dynamique. Et puis directement, en fait, j'ai rencontré la communauté française d'expatriés au Panama. D'accord. Donc j'ai eu envie de faire des événements à la base pour la communauté française du Panama. Et puis petit à petit, ça s'est développé, donc j'ai commencé à faire des événements. Ils aiment faire la fête, c'est ça? Ils aiment faire. Voilà, c'est ça. Même les expats, alors Ouais. Les expats sont des fêtards. Oui, les expats sont des gros fêtards. Donc j'ai un peu surfé, sur cette vague-là, en rencontrant les Français déjà implantés au Panama depuis quelques années. Et puis petit à petit, ça s'est développé, donc événements festifs. Et puis après, j'ai commencé à connecter avec des entreprises et à commencer à faire des événements plus corporate pour les entreprises. Très bien. Donc en fait, tu t'es rendu compte que les expats étaient des fêtards, mais est-ce qu'ils étaient prêts à payer une autre expat pour leur faire la fête? Je suppose qu'ils font la fête au Panama. Alors ils font la fête, mais ils attendaient que ça, qu'il y ait une personne, une Française, qui arrive aussi avec cette expertise, cette expérience-là française, pour pouvoir proposer des événements qui leur correspondaient. Donc, t'apportais quelque chose de nouveau, de frais, qui leur rappelait un peu la tech, l'électro européenne, la French Touch. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'elle est assez réputée, la French Touch, en électro depuis des années déjà, à travers le monde. Et alors du coup, tu t'es mis à faire DJ, c'est ça? Oui. Donc tu t'étais embauché par des bars, des restaurants, des discothèques, ou
tu crées carrément tes événements déjà? Non, alors j'ai d'abord créé mon entreprise d'événementiel et donc on embauchait d'autres DJ. Et puis en fait, c'est à force de les voir. Il faut dire aussi pour la petite anecdote, je suis sortie avec un DJ qui m'a appris à mixer, donc c'est vrai que ça a bien aidé. Et du coup, ça m'a donné vraiment cette envie de mixer puis de jouer vraiment les sons qui me correspondaient, en fait, les sons que j'entendais pas forcément dans les soirées. Latino, caliente. Oui, mais toujours avec cette French touch. Et puis voilà, d'année en année, mon style a quand même évolué. Mais voilà, donc petit à petit, voilà, donc j'avais cette entreprise-là, je me suis mise à mixer. Et puis c'est vrai que le Panama, en fait, ça a ce côté-là qui permet une créativité, en fait. Voilà, c'est tout le monde est entrepreneur, beaucoup de personnes sont entrepreneurs, et du coup, voilà, on brainstorm beaucoup quand on rencontre des gens intéressants. Et voilà, il y a cette envie de toucher un peu tout. Donc c'est pour ça que je me suis mise à mixer. Toucher des platines. Ouais. Alors du coup, tu nous dis qu'il y a un esprit entrepreneurial, mais alors est-ce que c'est facile de se mettre à son compte au Panama? Il y a plein d'expats qui sont tous à leur compte, il y a une créativité, ça bouge en tous les sens. Est-ce que c'est facile de se mettre à son compte? Oui et non. En fait, faut être très motivé parce que c'est beaucoup de paperasse, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple qu'en France. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Et puis, c'est-à-dire, donne-nous des détails. Les établissements nous donnent plus nous font confiance plus facilement, en fait. Alors qu'en France, les gens sont un peu plus réticents. C'est pas les établissements, les bars, les discothèques, c'est plus facile pour eux d'embaucher, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Et puis ils sont très ouverts. Quand on propose un projet très créatif, voilà, ils sont ouverts à toutes les propositions et du coup, voilà, c'est beaucoup plus facile. Et puis comme j'étais française, j'apportais une autre expertise aussi, peut-être que ça a joué le fait d'être une femme. Je pense que voilà, ça a été plus facile de m'introduire sur ce secteur-là. Alors, rentre-toi, je vais t'embêter. Rentrons dans le détail, tu as créé ta boîte, là-bas tu me dis c'est un peu plus facile, c'est-à-dire il y a moins de papier, il y a moins de... Parce qu'il y a des taxes quand même. Oui, il y a des taxes, mais c'est beaucoup plus simple de créer son entreprise et voilà, en fait, une fois que t'es lancé, c'est... En tout cas, ça t'a permis de te lancer facilement. Oui. Sans tralala, ça t'a mis combien de temps pour créer ta boîte? J'ai mis 3 mois. 3 mois, c'est-à-dire entre les papiers de la banque, ouvrir un compte en banque, c'est assez facile. Voilà, il faut quoi, être résident ou pas? Il faut, alors d'abord on passe par l'ouverture d'un compte en banque pour pouvoir être résident, en fait. D'accord. Donc les banques au Panama et françaises doivent être connectées, en fait. Voilà, elles doivent être connectées. Donc le banquier du Panama appelle le banquier en France pour savoir si la situation en France est régulière. D'accord. Et puis après, voilà, donc grâce à ce compte en banque-là, ça nous permet de demander la carte de résidence au Panama. Qui nous permet aussi d'ouvrir dans un second temps une entreprise. Donc en fait, tu as vu des entrepreneurs de tous les domaines, pas que dans la musique. Pas que dans la musique. Et donc tout fonctionne là-bas? Oui. Donc il y a un pouvoir d'achat. Il y a un gros pouvoir d'achat. Bon, après c'est sûr que le Panama, il y a des grosses différences au niveau des classes sociales, on va dire. Il y a des grandes familles panaméennes qui ont un fort pouvoir d'achat. Il y a la classe médiane aussi qui est les expatriés. Donc voilà, nous on jouait vraiment avec ces deux classes-là, les expatriés qui connaissent aussi l'expérience française, et puis la classe, on va dire un peu plus haute, mais locale. D'accord. Je suppose que pour être DJ, il y avait du matériel, de l'électronique, des ordinateurs. Est-ce que le Panama, je dis ça aux gens qui connaissent pas, est-ce que disons, on peut acheter le matériel qu'on veut? Est-ce qu'on peut avoir la dernière platine DJ qu'on veut? Les ordinateurs? Oui. Est-ce que c'est facile? C'est très facile. Est-ce qu'on est connecté? C'est vrai que, en fait, au Panama, le Panama, au niveau de la scène de la musique électronique, n'a rien à envier aux autres pays. D'accord. En fait, voilà. Donc, c'est des gros bosseurs, que ce soit les DJ, les entrepreneurs, enfin, tout le monde bosse énormément pour sa passion. Mais oui, le Panama n'a rien à envier aux autres pays au niveau qualité de la musique électronique, c'est vraiment le top. Au niveau du matériel, c'est vraiment le top.
tout est fait pour que les gens dans le domaine artistique réussissent. On peut faire du stream facilement. Il y a un bon réseau internet Ouais. hyper équipé. Bon, Voilà. bah écoute, donc le Panama t'a permis de créer ta boîte. Et donc je suis arrivée pour faire des événements pour la communauté française. Donc du coup, notre premier événement, parce que j'avais une associée à l'époque aussi, notre premier événement, c'était une garden party type années 50. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que les Français aimaient bien ça, voilà. L'élégance à la France. L'élégance, puis arriver déguisé aussi, parce que c'était une des premières fois que le Panama voyait des soirées à thème. Donc garden party. Alors, c'est vrai que c'était un premier test cette soirée-là. Cet événement-là, en fait, on avait décidé de faire un événement d'après-midi. Donc de le faire commencer à 13h et de le faire terminer à 21h. On se dit ça va marcher, c'est quelque chose qui se fait pas, c'est chouette. Et puis c'était un peu notre challenge. On s'est dit s'il y a personne, on rentre en France et puis c'est pas grave, on l'aura testé. Et de 13h à 16h, il n'y avait personne, vraiment zéro personne. Donc là, voilà, on s'est dit allez, c'est pas grave, on rentre en France et on aura essayé. Et en fait, à partir de 16h, il y avait 400 personnes qui commençaient à rentrer. Oula. Et en fait, on s'est rendu compte que la sieste était primordiale chez les Panaméens et on n'avait pas tenu compte de ce paramètre-là. La chaleur aussi, les Panaméens ne sont pas habitués à sortir l'après-midi. Donc, à partir de 16h, voilà, les gens ont commencé à Donc, tu conseilles à tout entrepreneur voyageur d'observer les coutumes, les rituels des habitants. Mais même les expats, faisaient la sieste, font la sieste. En fait, il fait tellement chaud. C'est ça. On n'avait pas pris Combien ça. de minutes, 30, 35? Ouais, 35 et bien humide, hein. Et bien humide. Et bien humide. Donc, ouais. Plus pas chaud. pareil que Biarritz. Mais, en beaucoup plus chaud. Donc, c'est vrai que c'est même pas trop agréable de sortir l'après-midi. Donc, à partir de 16h, la fête pouvait commencer et on s'est détendu, on a été rassurés sur notre projet et on a continué comme ça les événements à thème petit à petit. Et ce qu'on a fait aussi, comme on avait peu de moyens, hein, parce qu'on sortait des études, on sortait d'un road trip, donc peu de moyens, donc collaboration. Est-ce que tu veux collaborer avec nous? Voilà, tu es DJ. Est-ce que ça te dit de jouer sur notre fête, sur notre soirée? Oui, ok, super. Toi, t'es designeuse. Est-ce que tu peux nous designer nos vêtements? Ok, ça va. Et c'est un échange en fait de visibilité. Et vous arrivez à gagner suffisamment d'argent? On va parler d'argent maintenant. Pour partager les collaborations, etc. Non, alors faut être franc. C'est sûr que les premiers temps, on gagnait pas d'argent. Mais c'est important de le dire, hein, parce que des fois, c'est vrai quand on écoute les entrepreneurs, t'as l'impression que waouh, c'est tout de suite. Ouais, c'est Steve Jobs, quoi. Non, c'est vrai qu'il y a une partie, un moment, peut-être, au démarrage. Bien sûr, il y a une partie où tu manges des pâtes et tu donnes tout pour ton entreprise. Et c'est comme ça que ça doit marcher aussi, parce que c'est pas parce tout le monde jouait le jeu, en fait. Tout le monde jouait le jeu, et puis petit à petit, puis tout ce qu'on gagnait, en fait, on le réinjectait dans l'entreprise pour pouvoir grandir. Pour pouvoir faire venir aussi des caméramans, des photographes, pour pouvoir présenter aussi les projets au public et aux entreprises. Donc tu leur disais, je suis Maheu, suivez-moi, on va faire un truc de dingue. Oui. Croyez en moi, croyez en mon projet. Et ils sont arrivés, les photographes, les caméramans, les couturières, les cuisinières. C'était des nouveaux talents en fait. Et c'est ça en fait aussi la particularité du Panama, c'est qu'il y a des très bons talents, des gens très talentueux, mais qui peut-être n'ont pas les moyens de se rendre visibles. Donc du coup, en fait, c'était cet échange-là qui a permis de faire Et ils t'ont pas pris pour une extraterrestre, toute seule, la petite française. Alors on était deux. Voilà, on était deux à cette époque, donc c'était plus facile de démarcher et les entreprises et les lieux. Voilà, mais bon. Bon, cette aventure a duré combien de temps au Panama? Alors, elle a duré 7 ans. Quand même. Elle a duré 7 ans. Très, très belle aventure. L'aventure de ma vie qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui.
bout de 7 ans, quelle décision tu as prise? Bah alors j'étais un peu forcée de prendre cette décision-là parce que l'entreprise était vraiment en pleine expansion. Donc de ce fait, avec ces événements festifs, Toujours la seule DJ, en fait. oui, la seule DJ. On avait d'autres DJ aussi, Expansion, mais c'est vrai ça veut dire quoi pour toi? expansion, c'est attirer plus de marques, collaborer avec plus de marques. Voilà, c'était ça l'objectif final aussi, c'était de transformer, c'était de faire évoluer cette entreprise festive de soirée en plus entreprise corporate. D'accord. Voilà, donc ce qu'on faisait avec les caméramans, les designers, vous voulez designer nos soirées, vous voulez faire une vidéo en collaboration avec nous, comme ça c'est un échange de bons procédés. On le faisait aussi avec les marques. D'accord. Donc les premiers qui nous ont suivis, c'était Bioderma, Président et voilà, c'était les deux, et Grand Marnier. Le camembert? Le camembert. Oui, parce qu'ils se sont installés au Panama. Les Français sont contents d'avoir un peu une marque française. Donc, et c'était difficile pour eux, pour la marque Président, de pouvoir commercialiser aussi leur fromage. Donc nous, ça tombait très bien. On faisait des dégustations de fromage pendant une soirée. Voilà. Donc c'était un peu la marque élégante du fromage. La French Touch à la côte au Panama. Ouais. Mais 7 ans après ton aventure, tu t'es dit, bon... Qu'est-ce qu'elle a dit alors que c'était en pleine expansion? Tu viens de le dire. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ben, je m'en vais. Voilà. Alors, le Covid. Voilà. Ah, le Covid. Le Covid, faut être franc aussi, en France, pendant le Covid, il y a eu des aides du gouvernement. Au Panama, il n'y a pas du tout ça. Par contre, voilà, donc tout le pays est à l'arrêt. Par contre, on continue de payer des impôts. Des taxes, ça continue. Et c'est vrai que l'événementiel, là-bas, en fait, on a vécu vraiment... Au niveau des dirigeants, ils sont bien coordonnés. Là. Il y avait un travail collectif, collaboratif incroyable. C'était très particulier. Pareil. L'ambiance était très particulière. On a eu un confinement assez strict qui a duré 9 mois. Moi, je suis pas restée 9 mois. Mais je suis restée quand même 3 mois pour me dire, bon, c'est pas jusqu'où ça va aller. On pouvait sortir que 2 heures par jour, un jour sur 2. Donc, un jour homme, un jour femme, un jour homme, un jour femme. Et à partir d'un moment, on s'est dit, c'est pas possible. En fait, l'entreprise va couler d'elle-même. Donc, on l'a fermée. Et c'est pour ça que je suis rentrée en France. Mais toujours avec cet amour du Panama. J'avais vraiment envie de montrer ce potentiel de ce pays, en fait, en France. Donc, c'est pour ça que je suis rentrée en France et que j'ai créé Road to Panama. Donc, t'es rentrée à Marseille avec ton baluchon. T'avais grossi quand même. Merci. Et t'avais réussi à mettre de l'argent de côté? Oui, un petit peu. Oui. Un petit peu. Et donc t'arrives à Marseille. Et donc du coup, t'arrives chez tes parents. Qu'est-ce que tu fais? J'arrive chez ma sœur. Tu n'étais pas rentrée depuis 7 ans en fait? Si, je rentrais chaque année, je rentrais un petit peu. Donc voilà, mais là c'était le retour définitif, on va dire. Et puis je devais rebondir. Donc je connaissais plus Marseille parce que ça faisait vraiment des années que j'étais pas rentrée. Surtout sur le point de vue de l'entreprise. Ouais. Donc je savais pas ce qui se faisait, ce qui pouvait marcher. Donc pendant 1 an, j'ai repris Donc t'as observé. J'ai observé, puis j'ai pris Marseille. un CDI. J'ai pris un CDI pour pouvoir revenir tranquillement. Un CDI dans quoi? Un CDI dans une école de design et de mode. Voilà, donc j'étais responsable commercial dans cette école-là. D'accord. Et là, t'as mis le feu, t'as fait le... Ouais, j'ai voulu faire des sonore. événements, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment, ça me manquait l'événementiel. Ça me manquait, vraiment. D'accord. Et voilà, au bout d'1 an, je me suis dit, le salariat, c'est pas fait pour moi. Donc, c'était une super expérience parce que ça m'a permis de rebondir aussi et de me rendre compte que le salariat, c'était pas fait pour moi et que j'avais envie de reprendre, en fait, ce côté entrepreneurial, en fait. Voilà, en fait, reprendre ta liberté, de tes décisions, etc., des choix, etc. C'est vrai que quand t'es salarié, tu dépends aussi des choix de ta hiérarchie ou il faut rendre compte. Mais tu t'es pas dit, comme beaucoup, allez, je reste salarié, au moins j'ai la sécurité de l'emploi, c'est facile, etc. Tu t'es dit, je me lance. C'était compliqué. Et puis travailler pour soi pendant 7 ans, revenir au salariat et devoir exécuter des ordres de supérieurs, c'était obligatoire, mais c'était pas pour moi. Voilà. Moi, j'aime le travail en équipe, j'aime
la créativité, j'aime créer des choses. Et puis j'aime aussi gérer mon emploi du temps comme j'ai envie de le gérer. Et ça, c'était primordial pour moi, de retrouver cette liberté. Ok, donc tu arrives à Marseille, tu observes, tu prends un CDI, plan d'observation. Donc ton projet personnel, toujours un projet, parce que j'ai l'impression que le projet personnel de ta vie est toujours présent. Fil conducteur, mais tu fais un CDI pour un peu... Pour me remettre dans le bain de Marseille, voilà. Pour pouvoir observer pendant exactement. un an ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ce qui se faisait, voilà. Et j'avais envie de revenir sur le domaine de l'événementiel qui me manquait énormément. J'avais pas envie aussi de me confronter à la concurrence marseillaise qui est, très présente, on va dire. Il y a énormément d'organisateurs de soirées et puis qui sont présents depuis des années sur Marseille. Donc, j'avais cette envie de revenir dans l'événementiel. J'avais toujours en tête le Panama, donc connexion événementielle sur le Panama. Et la réputation de la France en termes administratifs, fiscal, en gros pas favorable à l'entrepreneuriat, ne t'a pas fait peur? Non, parce que ce qui est pratique aussi en France, c'est que on a ce statut soit d'entreprise, soit d'auto-entreprise. Et je pense que pour se lancer, le statut d'auto-entreprise est génial. est génial parce que ça permet de faire des tests. C'était parfait pour commencer. Ouais. Et puis voilà, ça a duré 1 an, 2 ans. Et puis là, j'ai vraiment ouvert cette année mon entreprise. Donc, on va revenir à autre chose qui m'intéresse et qui intéresse nos amis solopreneurs. Donc, tu nous as dit, au Panama, c'est simple, on ouvre aussi un papier, on ouvre un compte en banque, blablabla, on se sent porté par l'énergie, le climat entrepreneurial, et tout est porteur. Donc là, tu nous dis, je viens à Marseille, 1 an CDI, j'observe, et je me lance quand même, je m'ouvre quand même ma boîte événementielle. Et tu nous dis, que c'est quand même pas mal l'administratif, la création d'entreprise en France, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas de difficulté, t'as pas eu une pression particulière, non? Tu te dis, t'as trouvé la même liberté que au Panama? On va dire, c'est différent. C'est différent. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais il y a toujours des options pour se débrouiller, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, on se débrouille. Ouais, on se débrouille. T'as pas eu peur des taxes, qu'on te prenne une partie de ton chiffre d'affaires? À un moment donné, en fait, on a une idée. Ouais. En fait, c'était ça dans ma tête. J'avais une idée. Écoutez, chers amis solopreneurs, écoutez. J'avais une idée. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui sont parties de rien et qui ont grandi petit à petit. Elles ont grandi aussi par rapport avec leur motivation, avec leur envie de faire, avec leur passion. Et à un moment donné, il faut se dire, en fait, je mets tout sur la table et je sais que ça va marcher. Il faut que ça marche. Donc, je vais me donner les moyens pour y arriver. Et ça a été ça un peu... Même si on te prend ton chiffre d'affaires, tu prends du plaisir. Ouais, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Parce que sinon, on fait comment? On ne crée rien. Donc, il faut, rester dans le légal et faire les choses. Comme il faut. Voilà. Ok. T'as gardé des comptes au Panama? Non, mais voilà. Donc, ça veut dire, disons, c'est important parce que quand t'as voyagé, en fait, l'idée, c'est aussi, on n'est pas des idiots. On essaie de construire un projet avec aussi son expérience, des appuis que l'on a peut-être dans les autres structures d'autres pays. Et ça fait partie du jeu. Hein. Tu dis, voilà, on n'est pas idiots, on a envie de réussir, donc on peut avoir des points, des appuis administratifs, financiers ailleurs. Donc ok, si tu veux en parler, on peut en parler. Voilà, je sais pas, est-ce que ton compte en banque au Panama, est-ce que tu l'utilises toujours ou pas? Non. Non, c'est juste en fait. Voilà, c'est au cas où le compte est relié avec le fait que j'ai ma résidence, en fait ma carte de résidence. Ah, oui. Je suis obligée d'aller au Panama tous les 2 ans pour la renouveler. Et si j'oublie d'aller au Panama, si un jour j'oublie, ça n'arrivera pas, d'aller au Panama, je la perds. Donc je suis obligée d'y retourner. Mais non, c'est pas une obligation. Et c'est là où, abracadabra, t'attends. Et là, vous voyez derrière nous, hein,
Le voyage que j'organise au Panama chaque année. Alors, juste pour... Le Road to Panama. Le Road to Panama, Road to Panama, électronique, musique. En fait, quand je suis arrivée en France, donc pour reprendre cette idée du voyage là au Panama, quand je suis arrivée en France, je voulais toujours garder ce lien entre le Panama, l'événementiel, etc. Donc, j'ai créé Road to Panama. C'est une entreprise d'événementiel qui fait la promotion du Panama à travers la musique électronique et l'art. Voilà. Donc, mon but, c'était d'inviter des DJ panaméens, des artistes panaméens, de montrer leur potentiel en France. Et puis d'échanger aussi, en fait, de créer du lien avec le Panama, entre la France et le Panama. Donc, d'envoyer des DJ français au Panama. Donc, j'ai fait ça pendant un an. J'ai organisé des soirées dans différents lieux avec des DJ panaméens ou des percussionnistes panaméens. Voilà. Et après, quand je suis retournée au Panama pour les vacances, j'ai visité quelques lieux. Je me suis dit, quand même chouette le Panama, c'est bien. Et je me suis dit, en fait, j'aimerais vraiment montrer ça aux Français, puisque quand on parle d'Amérique centrale, aux Français ou aux Européens, quand on parle d'Amérique centrale, les gens directement pensent au Costa Rica, parce que c'est un peu la destination de l'Amérique centrale. Et moi, voilà, mon objectif, c'était de montrer le potentiel du Panama. Donc je me suis dit, je vais créer un voyage sur le thème de la musique électronique. Un voyage de 11 jours, plus de 7 ans au Panama. Je connais tous les prestataires par cœur puisque je faisais de l'événementiel directement là-bas. Donc, je connais. Donc, c'est facile pour moi de proposer des activités. Donc, là, notre prochain voyage, ça sera du 31 janvier au 10 février avec, on a été très chanceux. On est partenaire du festival Panama Crosswords, qui est un festival de musique électronique qui a été créé par les Kin. Donc, les Kin, c'est 2 DJ panaméens qui font 6 mois à Berlin et 6 mois au Panama, donc depuis des années. Oui, quand même. Donc ils ont des connexions et en fait voilà, donc les 2 premiers jours c'est le festival Panama Crosswords en accès backstage, donc vraiment derrière les DJ. Le 3e jour c'est un jour basé sur la découverte de la gastronomie panaméenne. Le 4e jour on part dans une tribu qui s'appelle la tribu Mbera qui est dans la jungle. Ensuite, on enchaîne avec 2 jours dans les Caraïbes au San Blas. Et San Blas, c'est un archipel de 365 îles avec une tribu qui s'appelle les Kuna. Et puis là, on va à la rencontre des différents singes du Panama. Donc, on prend un bateau, on longe le canal du Panama et puis on va à la rencontre des singes. Et puis après, on prend l'avion et on va à la frontière du Costa Rica pendant 4 jours avec des boat parties sur catamaran, avec des fêtes sur la plage. Voilà. Dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes en février. Donc, imagine le temps qu'il va faire ici en février. Voilà. Et moi, je propose aux gens de s'échapper un petit peu de la morosité hivernale et de passer quelques jours au soleil. Donc, chacun se débrouille pour aller au Panama. Tu vas les chercher à l'aéroport? Alors, le point de départ commence à l'hôtel. D'accord. À partir de l'hôtel, tout est organisé. Tout est organisé. Donc, les hôtels, voilà, c'est important de le dire. Les hébergements, ça va être boutique hôtel, hôtel 4 étoiles et cabane privée. Voilà, je sélectionne vraiment les établissements pour qu'il y ait un minimum de confort. Hein. Le hôtel 4 étoiles, c'est bon confort. Et voilà, tout est pris en charge après, déplacements internes, toutes les activités. Et voilà. C'est quel niveau de confort? Comment tu notes un peu le confort de tes établissements? Oui, alors haut de gamme, voilà, milieu de gamme. C'est plutôt. Quand tu parles de cabane, ça veut dire quoi? Ce qui était important aussi, c'était que je voulais proposer un voyage qui était accessible, quand même une grande majorité. Je voulais pas sélectionner des grands palaces pour que le prix soit exorbitant. Donc c'est pour ça, puis tous ces prestataires d'hébergement, je les connais en fait, j'ai déjà travaillé avec eux et je sais ce qu'ils valent, donc je sais la qualité du service. En tout cas, c'est des paysans, c'est chaleureux, on en prend plein. C'est incroyable. C'est incroyable. Attends, j'ai vu quelques photos, les copains.
appliquer des Non, hannetons. mais c'est incroyable et puis ça permet aussi aux gens de sortir de leur quotidien et de découvrir une nouvelle culture. Et puis c'est vrai quand on parle de Panama, bon ok, on imagine un peu la jungle, un peu les Caraïbes, mais ça va au-delà de tout ça. C'est vraiment au niveau en termes de musique électronique, mais c'est monstre quoi. Et puis ils s'en rendent même pas compte. C'est ça qui est beau en fait, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Donc ils font tout avec le cœur et voilà. Et c'est magnifique. Et dès qu'on pose le pied au Panama, une espèce d'énergie qui te prend et qui voilà qui Ah, tu fais corps avec le ouais, pays. Tu fais corps avec. Tu marches pieds nus aussi pendant ton road. Non. C'est Ah, ils ont des chaussures là-bas. J'ai pas vu des cabanes dans le sable. Oui, alors cabane dans le sable. Ah. Ça important aussi, c'est-à-dire que ça sera au San Blas, donc pendant 2 jours, ça va être 2 jours et 1 nuit au San Blas côté Caraïbes. Là-bas, ils n'ont pas d'hôtel 4 étoiles. En Ça a l'air trop sympa. Alors là, je te dis, voilà, c'est un les cocotiers sur la plage, le sable. Exactement. C'est un archipel de 365 îles. Chaque île est tenue par une famille Puna. Donc chaque île gère sa famille. Et comment t'as réussi? Parce que c'est un peuple qui est pas facile. Non, mais ils sont organisés. Ils sont organisés depuis des années. Ils sont organisés. Après, il y a des îles qui sont un peu moins touristiques que d'autres. Et ça, c'était aussi mon but. Je voulais pas que ça soit Disneyland. Et donc du coup, j'ai sélectionné une île avec que 4 cabanes. 4-5 cabanes. Bon, voilà. Donc ça va être énorme. Très dépaysant. Ouais. Question, tu parles de sélectionner, mais est-ce que tu sélectionnes tes candidats? Parce que je pense que tu vas pas à 3. C'est peut-être un petit groupe qui va venir au Panama. Donc combien de personnes? Comment tu les sélectionnes? Les premiers. C'est un peu les première. Ils sont Oui, voilà, c'est ça, parce qu'on a des places limitées à 10 personnes. J'avais pas envie que ça soit la colonie. Donc c'est un voyage de 10 personnes. C'est un voyage entre 10 et 15. On peut pousser jusqu'à 15. D'accord. 10, c'est bien. C'est sympa. Voilà. Et puis j'ai envie aussi de garder cette dynamique de groupe. En fait, j'ai envie que ça passe comme un gros groupe de copains qui partent en vacances ensemble. Sans être forcément tout le temps les uns sur les autres. Comme je t'ai dit, je voulais pas que ça fasse colo. Allez, on va là, suivez-moi. C'est pour ça qu'il y a qu'une activité par jour à chaque fois. Et après, le reste du temps, ils ont le temps libre. Moi, je vais les conseiller aussi sur les choses à visiter, les établissements à visiter. Et puis voilà. Donc tu concilies là dans ce petit projet à la fois ton amour du Panama, des belles choses. Tu veux faire découvrir en fait ce beau pays, sa gastronomie, son architecture, ses lieux magnifiques, la nature et la musique électro. Donc un contraste incroyable, mais qui est dans la modernité. Hein. Ça va dans le sens du vent, on va dire, de la vague de Radio Biarritz. On adore ce genre de projet incroyable, projet humain, un projet qui vient depuis longtemps, qui a émergé. Tu t'es entraîné, tu as fait tes griffes carrément au Panama. Ce voyage-là était aussi en collaboration, ça c'est un point important, et en collaboration avec une agence de voyage. Donc à l'habitude, tu peux lui parler directement. Voilà, les filles de Collection Pointue, merci de m'accompagner sur ce projet. Merci beaucoup. Donc c'est les filles de Collection Pointue. Collection Pointue. Qu'est-ce que cela? C'est une agence de voyage qui organise qui accompagne, on va dire, tous les entrepreneurs qui veulent proposer un voyage. Voilà. Donc elle m'accompagne moi sur la partie légale, sur la partie assurance. Voilà, parce que moi seule, je n'aurais pas pu organiser ce voyage. Il faut une attestation, enfin il faut une carte d'organisateur. Donc toi, ta société s'appelle Orisha Prod. Alors j'en ai 2, voilà. Donc Orisha Prod, c'est un autre projet. On revient sur ça. Donc Orisha Prod, c'est ma nouvelle agence de booking d'artistes dans le domaine du luxe et du corporate. Donc là, on change complètement. On reste sur Marseille, là? On reste sur Marseille, mais pour faire le lien avec cette entreprise-là, ça ne m'est pas tombé dessus comme ça. C'est que, en fait, au Panama, comme je te disais tout à l'heure, c'est que on avait envie de collaborer avec des marques et petit à petit, on est allé sur le domaine du corporate. Donc, on a fait de plus en plus d'événements corporate, donc avec Dior, avec Philips, Steve Madden, Bioderma aussi. Donc voilà, j'avais cette envie de retravailler dans le corporate, de proposer des services aux entreprises pour leurs événements de fin d'année, par exemple, les événements d'entreprise. Toujours lié à la musique électro. À la musique électro, mais pas que, parce que c'est important aussi de proposer des groupes de musique. Oui.
Voilà. D'accord, Ça dépend des envies des entreprises. Donc, on propose aussi bien des groupes que des. D'où le mot prod, en fait, c'est Ouais. pas électro-prod. Oui, Orisha Production, je produis des événements pour la petite anecdote. Quand je me suis inscrite sur Facebook, donc il y a des années, je voulais pas mettre mon nom et mon prénom pour que les recruteurs, faut pas que les recruteurs me Intéressant, retrouvent. ça. Pourquoi Dis-nous pourquoi. Parce que j'avais envie d'avoir ma vie privée et puis pas de mixer D'accord. le travail et le perso. Mhm. Et moi, à cette époque, j'étais fan d'un groupe de musique de rap cubain qui s'appelait Orishas. Et je me suis dit, je marquais Maheu Orisha sur Facebook. Ah, en arrivant au Panama, donc tu rencontres des gens. Ouais, comment tu t'appelles sur Facebook? Ok, Maheu Orisha. Et très rapidement, les gens ont commencé à m'appeler Orisha. Donc je me suis dit, bon, Orisha, c'est très bien. Ça fera mon nom de DJ. Sans savoir vraiment ce qui se cachait derrière le nom Orisha. Puisque les Orishas, c'est des divinités dans la religion Yoruba. Donc, encore pour la petite anecdote, j'étais en train de mixer au Panama. Je mixe une musique de cérémonie de chant Yoruba avec de la house. C'est un morceau qui existait déjà. Je le passe. Une copine me filme, la poste sur les réseaux sociaux. Et de là, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, écoute, Maheu, voilà, on a vu ce que tu mixais. Et puis, avec ma famille, on fait un peu de musique. Est-ce que ça te dit que je t'envoie ce qu'on fait? Ok. Qui m'envoie, et en fait une famille qui pratiquait la religion Yoruba et qui m'a envoyé toutes les vidéos de cérémonie avec les chants. Et à partir de là, on a commencé à collaborer ensemble. T'as mixé les chants religieux. Et ben alors, à la base, on s'est dit, donc ça a été une rencontre incroyable. Et à la base, on avait comme projet, moi en train de mixer la musique électro, eux en train d'improviser avec des chants sacrés. Mais ça demandait énormément de travail. Puis il y a eu le Covid, donc j'ai dû rentrer. Donc j'ai mis ce projet sur pause. Et puis quand je suis retournée au Panama il y a 2 ans, en fait, j'aurais dit, mais il faut qu'on fasse un truc ensemble. Donc je les ai emmenés en studio d'enregistrement. On a enregistré toutes les voix séparément et j'en ai fait un morceau qui est sorti cet été, qui s'appelle Mansé. Je l'ai sorti avec... Tu me l'as pas dit avant Non, de je l'ai dire. pas dit. J'ai appris la surprise. C'est la surprise Ah bon. quand même. Je vais le passer sur de Biarritz. Mais voilà, Voilà. ça manipule. Alors là, moi qui sais Et tout donc, le temps, mais là, je suis perdu. Et donc, ce morceau a été fait en collaboration avec Meloko, qui est un super DJ producteur marseillais, et Selim Sivad aussi, qui est un super DJ et producteur. Lui, il a posé le piano sur ce morceau, il est magnifique. Puis en arrière-fond, on entend les voix de chants sacrés. Et puis il y a vraiment une histoire autour de ce morceau, donc il s'appelle Mansé. Et puis voilà. Et en fait, la chose incroyable, c'est qu'on a signé sur le label panaméen qui s'appelle Cacao Records, le label des King Posers, qui organise donc ce festival à Panama City, Panama Crossroads. Donc tout est connecté. Voilà, tout est finalement bien connecté. Alors la connexion est importante dans ton vocabulaire parce que on s'est vu un peu hier et en fait tu parlais beaucoup de connexion, etc. Je vois que tous tes projets sont liés à la connexion, en fait, mais pas la connexion internet ni la connexion humaine. Oui. Je pense que ça t'anime énormément depuis le départ. C'est les relations avec déjà tes clients, tes voisins, tes fournisseurs. Je vois qu'en plus tu t'associes avec des gens qui complètent ton produit en fait d'événements au Panama et t'as une agence de prod. Là là pour la Orisha Prod, je suppose que comme t'organises des événements, je pense que t'as plein aussi de contacts dans tous les domaines de l'événementiel. Oui. Ouais. Puis voilà, comme je suis revenue il y a 2 ans, j'ai eu le temps d'observer, j'ai eu le temps de reconnecter aussi avec Marseille, tous les acteurs aussi Et comment on peut te suivre? Comment tu communiques tes événements? sur Instagram. Oui. Sur Instagram principalement. Et voilà, sur les réseaux sociaux, Facebook. Donc voilà, t'en fais plusieurs par an? J'en fais un par mois. Même par Un mois. par mois avec Road to Panama. Voilà. Tu es toujours dans l'événement ou tu peux en avoir plusieurs simultanément au même moment? Je peux en avoir plusieurs au même moment, mais là, Tu voilà. délègues facilement Ouais. La soirée. Donc tu as Ça, c'est quelqu'un pas- qui te représente. Ça, c'est pas un problème de c'est un problème plusieurs non plus. événements. Donc c'est intéressant qu'on sache exactement tous les événements de Orisha Prod instantanément. Voilà, ça c'est génial.
Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la connexion, c'est primordial et je pense que en fait un travail bien fait, ça part d'une motivation, d'une idée, puis après d'une motivation, puis c'est savoir aussi bien s'entourer et c'est savoir s'entourer de personnes qui sont aussi bien motivées, qui sont aussi bien passionnées et c'est ça en fait. Le moteur du travail, c'est la passion. Et j'ai pas l'impression de travailler puisque c'est ma passion, c'est ma vie au quotidien. Ouais. Ça s'entend, ça se voit. Magnifique Maheu sur Radio Biarritz dans Solopreneur. On en fait c'est une spéciale Panama. Est-ce que tu as autre chose à dire, Maheu, pour faire déjà pour apprendre à te connaître, pour dire aux solopreneurs qui nous écoutent, lancez-vous, continuez, croyez en votre projet, grandissez, rencontrez des gens. Voyager, je sais pas, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos amis? Tout ça, voyager, sortir des sentiers battus, sortez de votre zone de confort puisque tout va marcher en fait. Tout va marcher si vous y croyez, tout va marcher et vous serez soutenu aussi par des gens qui croient en votre projet. Par exemple pour le Panama, je rebondis sur ça, mais pour le Panama, l'année dernière, en mars 2023, j'ai été décorée de la médaille d'honneur par l'ambassade du Panama. Donc c'est vrai que ça assoit aussi une certaine légitimité et j'en suis très 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 reconnaissante. Le but aussi c'est d'aller vraiment plus tard taper aux portes du gouvernement et faire un lien pour promouvoir au niveau culturel ce très beau pays. Et puis la semaine prochaine, voilà, je vais recevoir encore un autre prix à Monaco, un Latin Impact Award qui récompense les meilleurs projets en faveur du Panama. Mesdames et messieurs, Maheu, M-A-H-E-U-L-T, c'est un vieux prénom français. Martin, un des plus communs, voilà, Martin, avec voilà, qui est incroyable. Maheu Martin, on est très fiers de t'avoir reçu sur Radio Biarritz. Écoute, on a envie de te suivre. Marseille. On vous salue. On t'embrasse. On t'embrasse. Suivez votre ami Maheu Martine. Regardez cette énergie. Orisha sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai plusieurs comptes Instagram. J'ai mon compte personnel, c'est orisha.musique, compte de DJ. Orisha Production, mon agence de production de booking d'artistes. Et voilà, pour terminer, Road to Panama. Donc, @road_to_Panama. Bravo, jingle. Solopreneur l'émission, on parle business sur Radio Biarritz.